Bienvenue dans cette seconde vidéo portant sur le chapitre Un monde bipolaire au temps de la guerre froide. Lors de la précédente vidéo, nous avons répondu à la première partie de la problématique: pourquoi les États-Unis et l'URSS s'opposent-ils entre 1947 et 1991. Cette seconde vidéo montrera comment ces deux puissances, à la tête des blocs occidental et communiste, vont s'opposer. Nous verrons que cette opposition va prendre différentes formes, ce qui nous permettra de mieux comprendre ce que relève cette expression de guerre froide. La guerre froide, malgré ses particularités, peut être à certains égards considérée comme une sorte de guerre totale, c'est-à-dire un affrontement qui touche les domaines militaires, mais aussi technologiques, scientifiques, économiques et culturels. C'est cette dimension culturelle qui va tout d'abord nous intéresser. Durant cette période qui s'étale sur une quarantaine d'années, la propagande a en effet occupé une place centrale de l'affrontement entre les deux blocs. Aux États-Unis, le cinéma a été un véritable vecteur de l'anticommunisme. Des films comme Rocky IV, racontant l'histoire d'un boxeur américain et de son combat contre un soviétique surentraîné, servent ainsi de prétexte pour présenter négativement le communisme et l'URSS. L'objectif est bien de dépeindre l'URSS comme un ennemi prêt à tout pour gagner. D'autres films visent également à susciter la peur, comme ceux mettant en scène l'invasion des États-Unis par des forces communistes. Les comics servent également à diffuser cette propagande anticommuniste, en mettant en scène des super-héros luttant pour sauver l'Amérique du danger rouge. A l'inverse, les soviétiques n'hésitent pas à dénoncer l'hypocrisie américaine qui, sous couvert de promotion de la liberté et de la démocratie, mène une politique impérialiste visant à étendre leur influence. C'est ce que dénonce cette caricature de Boris Efimov en 1953, dans laquelle on peut voir des soldats américains déguiser une bombe atomique sous les traits d'une colombe, symbole de la paix. De façon plus légère, l'opposition entre États-Unis et URSS se retrouve jusque dans le sport qui devient également un enjeu de puissance. L'objectif étant d'arriver à battre son adversaire dans les sports où il excelle afin de retirer du prestige et de l'utiliser, encore une fois, à des fins de propagande. La victoire soviétique contre les États-Unis au basket lors de la finale des Jeux olympiques de Munich en 1972 a ainsi un grand retentissement. Contestant ce résultat, les Américains ne daigneront même pas venir récupérer leur médaille d'argent, laissant le podium aux Soviétiques et aux Cubains, troisième de la compétition. L'affront américain sera lavé 8 ans plus tard, lors des Jeux olympiques d'hiver ayant lieu aux États-Unis. Les États-Unis parviennent à remporter la compétition de hockey sur glace contre l'URSS, pourtant favorite du tournoi. L'affrontement entre États-Unis et URSS est également scientifique et technologique. À partir des années 1950, l'URSS et les États-Unis se lancent ainsi dans une course à l'espace afin de montrer leur supériorité scientifique, technologique, mais aussi militaire. En 1957, les Soviétiques sont les premiers à envoyer un être vivant dans l'espace, en l'occurrence la chienne Laika, qui ne reviendra toutefois pas vivante de son voyage spatial. En 1961, le premier vol spatial habité est réalisé, encore une fois par l'URSS. Yuri Gagarin est le premier homme à être envoyé dans l'espace. Ces missions spatiales donnent un net avantage à l'URSS dans la course à l'espace, ce qui est bien sûr exploité par la propagande soviétique pour démontrer la supériorité du communisme. Mais cela incite également les Américains à dépenser davantage pour rattraper leur retard. En 1969, les États-Unis répliquent avec la mission Apollo 11. Pour la première fois, des hommes, en l'occurrence Neil Armstrong et Buzz Aldrin, mettent le pied sur la Lune. Au-delà de cet affrontement scientifique et technologique, cette course à l'espace a également constitué un véritable enjeu pour les deux puissances en raison des applications militaires qu'elle laisse envisager. Mais si l'affrontement entre les deux grands est en partie symbolique, comme nous venons de le voir, certaines crises diplomatiques provoquent de vives tensions, laissant craindre à plusieurs moments l'explosion d'un nouveau conflit armé mondial. L'Allemagne, et en particulier Berlin, est ainsi un lieu de confrontation entre les deux blocs. Plusieurs crises traverseront cette ville en faisant un véritable enjeu de la guerre froide. Tout d'abord, entre 1948 et 1949, lorsque les Soviétiques imposent un blocus sur Berlin-Ouest, la partie de la ville contrôlée par les Américains, les Britanniques et les Français suite à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, en 1961, lorsque les autorités communistes décident de construire un mur traversant la ville afin d'éviter l'exode de Berlinois de l'Est vers l'Ouest. La Corée fut également un espace de tension, les États-Unis ayant soutenu militairement la Corée du Sud durant la guerre qui s'y déroule entre 1950 et 1953 contre la Corée du Nord communiste, soutenue elle par la Chine et l'URSS. Enfin, la crise des missiles de Cuba en 1962, qui a bien failli déclencher une guerre ouverte entre États-Unis et URSS
suite à l'installation de missiles soviétiques sur cette île, pouvant atteindre les États-Unis. Néanmoins, aucune de ces crises, aussi vives soient-elles, n'entraîne une confrontation directe entre États-Unis et URSS. La raison est simple. Les deux puissances possèdent l'arme nucléaire. Les États-Unis depuis 1945, grâce au projet Manhattan, et l'URSS depuis 1949. La possession de ces armes par ces deux pays permet ainsi la dissuasion nucléaire. Autrement dit, le fait de posséder cette arme destructrice permet d'éviter l'apparition d'un conflit ouvert par crainte d'une destruction mutuelle. Suite à la crise des missiles de Cuba, au moment où l'apparition d'un véritable conflit a semblé être une possibilité, États-Unis et URSS décident une désescalade, faisant entrer la guerre froide dans une phase de détente. Pour matérialiser leur bonne volonté, ils s'engagent sur la voie de la limitation du développement des armes nucléaires, à défaut de les réduire. Le traité de non-prolifération nucléaire est ainsi signé en 1968 afin de limiter le risque que l'arme nucléaire se répande dans le monde. Les États ne la possédant pas sont en principe empêchés de la fabriquer ou de se la procurer. États-Unis et URSS signent également en 1972 le traité SALT I visant à limiter le nombre d'armes nucléaires détenues par chacun. Ces mesures permettent durant un temps de ralentir, voire de faire diminuer la production d'armes nucléaires, notamment aux États-Unis. La détente est également l'occasion d'effectuer des rapprochements entre les deux adversaires. Par exemple, en 1975 se déroule la première mission spatiale conjointe entre l'URSS et les États-Unis, la mission Apollo-Soyouz. Si la symbolique de cet événement est forte, elle montre surtout que la coopération entre ces deux puissances peut permettre de conduire à des avancées technologiques et scientifiques majeures. Si les tensions entre États-Unis et URSS reprennent à la fin des années 1970 et au début des années 1980, l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev en 1985 en URSS va précipiter la chute du régime communiste et la fin de la guerre froide. Dès son arrivée au pouvoir, Gorbatchev annonce une profonde transformation de l'URSS sur la base de deux principes. Le premier est la perestroïka, que l'on peut traduire par la restructuration économique. Sous cette expression se cache en réalité la volonté de Gorbatchev de moderniser l'URSS et son économie afin de l'ouvrir vers l'extérieur. Le second principe est la glasnost, ou la transparence. Gorbatchev aspire en effet à libéraliser le système politique soviétique en accordant à ses citoyens davantage de liberté, notamment d'expression. Ces mesures, au lieu de contribuer à un décollage de l'URSS, vont au contraire provoquer sa chute. À partir de cette date, les oppositions au communisme vont s'exprimer plus librement. Tout d'abord dans les démocraties populaires qui vont progressivement abandonner le communisme. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin est ainsi abattu. C'est la fin du rideau de fer, de la séparation entre l'Europe de l'Ouest et de l'Est. L'URSS est finalement dissoute le 25 décembre 1991. La guerre froide se termine alors officiellement. Nous pouvons donc désormais répondre à la seconde partie de notre problématique, comment s'opposent États-Unis et URSS. L'opposition entre les deux puissances va prendre plusieurs formes, culturelles, scientifiques et technologiques, mais également sportives. Elle se manifestera également de façon plus vive et militaire lors de crises survenues à travers le monde, en Europe avec Berlin, en Amérique avec la crise de Cuba, en Asie avec la guerre de Corée ou bien encore la guerre du Vietnam que nous n'avons pas évoquée. Mais si cette guerre reste froide, c'est parce qu'à aucun moment la confrontation militaire n'a été directe entre l'URSS et les États-Unis, en raison de la peur de déclencher une guerre nucléaire dévastatrice. La chute de l'URSS en 1991 offre en tout cas aux États-Unis l'opportunité de devenir la seule superpuissance mondiale et de donner au monde un aspect unipolaire. C'est ce qui fera l'objet d'un prochain chapitre.